Salam alaikum, bonjour. Mon nom est Foura Mohamed. Je suis enseignant au département d'architecture de l'Université Constantine III et je vais vous présenter un cours sur l'histoire critique de l'architecture, matière qui est donnée dans le cadre de la formation en licence en architecture au sein de l'Université Constantine III. Donc, le cours d'aujourd'hui est sur l'Égypte ancienne et on va voir particulièrement les temples égyptiens. Le temple égyptien. Peu de civilisations au monde ont créé autant de monuments à la gloire de leur dieu que la civilisation de l'Égypte ancienne. Partant du simple enclos orné de totems divins à l'époque archaïque, les temples ne vont pas cesser d'évoluer tout au long de l'histoire pharaonique. Alors c'est surtout le passage de la brique crue au matériau de l'éternité, qui est la pierre, et qui va révolutionner l'architecture religieuse et va permettre la construction d'édifices monumentaux. Le pharaon, Dieu vivant, avait également droit à son temple, le château des millions d'années, pour faire perdurer donc son bas, donc son âme, au-delà de la mort. Les Égyptiens de l'Antiquité pensaient que le Dieu dispensait leurs bienfaits tant qu'ils résidaient sur terre, pour les garder près d'eux et s'assurer leur bienveillance. Ils cherchaient par tous les moyens à leur être agréables. Pour ce faire, ils leur construisaient des sanctuaires où des prêtres pratiquaient quotidiennement le culte au lieu et à la place du pharaon, seul intermédiaire entre les dieux et les hommes. Pour les Égyptiens, le temple n'était pas qu'un lieu de prière, il était la demeure terrestre du Dieu. Les dieux avaient choisi d'y habiter sous la forme d'une statue divine et les prêtres veillaient à leur bien-être par des offrandes et des rites du culte. Les temples avaient également une fonction de communication auprès des jeunes prêtres qui apprenaient la théologie et la sagesse des anciens. Les temples étaient aussi des centres de transmission de savoir tels que l'astronomie. C'est aussi des centres d'études tout court où les scribes, c'est-à-dire des copieurs, copier, recopier des manuscrits et commenter les textes sacrés. Les plus grands temples, comme celui d'Amen, Karnak, employait un personnel administratif nombreux qui gérait les biens du clergé de domaine sacré. Le temple est donc plus qu'un lieu de dévotion, il est aussi la maison de Dieu et une institution, un édifice aussi bien culturel que cultuel. Il existe deux types de temples. Alors, on a les temples divins et les temples funéraires que nous allons détailler maintenant. Le temple divin, dans ce diapo, on a donc une typologie des temples divins. Tout simplement parce que en fait, les temples égyptiens se caractérisent par une grande similitude. Alors, si on jette un coup d'œil d'ensemble sur le monument de l'ancienne Égypte, en partant du plus ancien temple pour arriver au plus récent, on est frappé au premier abord par un manque complet de variété ou de diversité. En réalité, on verra cette variabilité, donc cette sorte de répétition, n'est qu'apparaître. Quoique les règlements sacerdotaux eussent fixé dès l'origine et d'une manière durable certaines lois de construction, le temps apportait fatalement des changements à peine perceptibles pour les Égyptiens, mais dont nous pouvons facilement nous rendre compte en comparant un temple de l'Ancien Empire et un temple de l'époque ptolémique ou romaine. Donc, il y a deux types de temples, donc on va voir. Il y a
dans les temples divins eux-mêmes, donc il y a ce qu'on appelle les temples solaires. Alors, ce sont des temples à ciel ouvert, afin que la lumière du soleil donc, les inonde, y pénètre. Les plus anciens sont de la 5e dynastie. Le mieux conservé est celui d'Abou-Ghorab. Ensuite, on a des temples à Sela. Donc, ce sont en fait les plus répandus. Ce sont ceux dont nous parlerons ici, les principaux temples du bain. Donc, voilà la liste. Et donc, nous allons en voir, en étudier certains. Le temple d'Imon donc est d'abord un monument en pierre, il n'est pas en brique. Donc, l'a dit, il est construit avec le matériau de l'éternité. Alors, contrairement au palais du pharaon et aux demeures des Égyptiens, le temple n'est pas construit en briques crues, mais en pierre. Tout du moins dès que l'utilisation de la pierre en architecture a été inventée. Cela montre l'importance que les Égyptiens accordaient aux dieux. Le temple devait être un monument éternel. Sans temple, pas de Dieu. Sans Dieu, le chaos. Il y a des fonctions multiples, donc il a des fonctions multiples, donc il est polyvalent. Nous venons de montrer que la fonction primordiale du temple est religieuse. Le temple permet de maintenir l'ordre du monde, mais le temple ne se limite pas à l'enclos sacré réservé aux dieux et aux prêtres. Il est constitué de nombreux bâtiments annexes, en briques, et pourvu d'un imposant domaine agricole. Toujours sur le temple divin, donc il a d'autres fonctions. Donc il a donc une fonction économique, donc une fonction culturelle et une fonction politique. Donc fonction culturelle, économique, c'est un centre d'exploitation agricole, possédant donc ses champs. Sa basse-cour, les terres sont cultivées par des paysans qui appartiennent au temple. Ensuite, une fonction culturelle. Donc, c'est une véritable institution du savoir. Donc, il emploie de nombreux scribes, donc des copistes de manuscrits qui recopient les manuscrits anciens. Une fonction politique, donc, tout simplement parce que la richesse économique, la puissance intellectuelle et religieuse permettent aux grands prêtres d'intervenir dans la politique. Nous allons voir maintenant donc l'un des plus importants, c'est donc le temple d'Amon de Kaaba. Alors deux mots sur le temple d'Amon, donc dans l'ensemble religieux donc qui se trouve à Karnak, près de Thébès, donc en Égypte, et qui est constitué de divers temples dédiés à différents dieux, Amon, Ré, Mout, Konso et Ptah. C'est un des ensembles religieux les plus importants d'Égypte. Karnak a été fondé au Moyen Empire, dont Amon était le dieu principal. Le complexe de Karnak est relié au temple de Luxor, qu'on va voir après, situé un peu plus au sud, grâce à une allée rectiligne bordée de sphinx. La caractéristique essentielle donc, de ce temple, c'est la salle hypostyle qui est composée de 134 colonnes en forme de tige de papyrus. Deux obélisques se dressent encore dans le temple, l'un de Thutmose et l'autre de Hatshepsut. Dans cette diapo, donc, nous voyons donc, le plan du temple d'Amon de Karnak. Alors, comme vous voyez, donc c'est vraiment donc une petite mégastructure. Et dans ce plan, donc, on voit, donc, on entre donc par un premier pylône, donc sur une grande cour. Ensuite, on a donc un deuxième pylône et on a donc dans la grande salle hypostyle. Voilà. Ensuite, juste en continuité, donc nous avons un autre temple, donc le temple, ce temple est en continuité avec donc le premier temple. Ici donc nous avons donc une vue satellitaire. Donc on voit donc le temple d'Amon et aussi juste à côté le temple de ce petit temple intéressant, donc le temple de Khonshu qu'on va voir donc après.
Ben voilà une vue générale donc, du plan d'amont de Karnak. Voilà, donc c'est un véritable mastodonte de pierre qui donc sort de la terre comme quelque chose d'extraordinaire. C'est donc une vue donc, sur cette allée hein, qui mène du palais de Luxor au palais de Karnak. Et en même temps, ici, on voit donc l'entrée du temple. Alors, à gauche et à droite, les sphinx qui bordent l'allée. Alors, donc, voilà, ce dessin en 3D du temple d'Amon de Karnak qui explique bien donc, la structure du temple. La salle hypostyle, donc voilà quelques mots sur la salle hypostyle. On a dit qu'elle est constituée de 134 colonnes, donc comme on le voit à droite sur le plan. Donc elle fut terminée par le pharaon Séti I, même si la majorité des travaux furent réalisés par Ramsès II. Les colonnes centrales sont, comme on le voit sur la coupe en dessous, les colonnes centrales sont plus hautes que les autres et les fenêtres, des fenêtres permettaient un éclairage, sorte d'éclairage génital. Alors voilà donc l'intérieur de les colonnes de la salle hypostyle. Donc oui, c'est des colonnes vraiment gigantesques qui donc constituent cette salle hypostyle. Donc là, nous avons des détails sur une colonne de la salle hypostyle et nous avons le type de chapiteau de la salle hypostyle du temple de Karnak. Alors, quelques détails, des dessins et d'écriture sur les murs. Alors ici, donc c'est comme on l'a vu sur la photo satellite, donc c'est le petit temple de Khonsu Akhenaten qui est juste un petit peu en bas. Donc il a été construit sous le règne de Ramsès III. Sur ce sanctuaire, nous utilisons à la fois de nouveaux blocs de pierre provenant de carrières et d'anciens blocs provenant des dynasties antérieures. Donc voilà l'organisation spatiale de ce petit temple. Donc on a l'entrée est matérialisée par ces pylônes et on entre dans une sorte de cour avec un péristyle et ensuite nous avons donc d'autres fonctions qui ont d'autres activités. Alors voilà ici donc cette patio, cette cour avec tout autour une double rangée de colonnes. Alors cette cour péristyle donne accès par une porte gravée du nom de Ptolémée IV à la salle hypostyle. Le temple de Luxor. Alors ce temple se trouve donc au sud de Karnak. Alors, le temple de Karnak et de Luxor étaient reliés par une avenue, une allée bordée de deux rangées de sphinx de pierre à tête humaine, les gardiens qu'on appelle les gardiens du monde inférieur et des portes du temple. Alors aujourd'hui, on peut voir les vestiges de cette avenue à l'extérieur de l'entrée du temple de Luxor. Le temple s'élève à l'emplacement d'un édifice du Nouvel Empire commandé par Amenhotep III vers 1300 avant notre ère. 100 ans plus tard, Ramsès II va ajouter un grand pylône et une cour ouverte. Contrairement au temple d'Anak, celui-ci ne fut pas enrichi par des pharaons postérieurs. Alors, comme tous les temples, il était construit à partir d'un plan original dicté par des dieux et qui se ressemblent tous. Il est donc facile de les confondre.
Voilà donc une vue aérienne du temple de Luxor. C'est donc une structure euh, linéaire, c'est vraiment une structure linéaire. Donc on voit dans cette diapo tous les détails donc du pylône, voilà, en passant donc par les espaces couverts, par donc les espaces extérieurs. Voilà, là, bien sûr, un plan, voilà, donc un plan avec donc toutes les fonctions, les espaces du temple. Ici, donc, on voit donc le pylône d'entrée du temple, avec la seule obélisque qui reste. Simplement, l'autre a été emporté par Napoléon Ier au XIXe siècle. Alors voilà donc une autre vue nous montrant pour voir un petit peu la variété des types de colonnes de chapiteaux dans ce temple. Là aussi, voilà, pour voir le type de colonne, donc de chapiteaux utilisés dans ce temple de Luxor. Donc il y a une variété de chapiteaux dans ce temple. Alors là aussi, donc, on voit une colonnade, voilà la colonnade du temple de Luxor. Alors, le temple de Philae, donc nous allons un petit peu donc aller un peu plus loin. Alors, c'est l'un des plus beaux d'Égypte de par sa disposition sur une île. Pourquoi sur une île? Ce temple a été transporté sur une île voisine afin d'être sauvé des eaux lors de la construction du barrage d'Aswan dans les années 70. À travers de nombreux monuments, donc, comme le pavillon de Nectanebo, le temple d'Isis et d'Horus, la porte d'Adrien, le temple d'Hathor et le kiosque de Trajan. Alors, devant le premier pylône, on peut remarquer la présence de deux lions en granit. Au pied du pylône de droite, on remarque la fameuse stèle de Ptolémée IV gravée de signes hiéroglyphiques et démotiques. Alors voilà donc une vue d'ensemble du temple de Philae. Voilà des détails sur donc le pylône d'entrée du temple de Philae. Là aussi quelques bas-reliefs qu'on peut voir donc, dans le temple de Philae. Le temple d'Edfou. Alors Edfou est le plus grand et important temple de la dynastie des Ptolémées, situé sur la rive gauche du Nil, entre Assouan et Luxor, à 105 km au sud de cette dernière et à 755 km du Caire. Le temple d'Edfou a été construit entre 237 et 57 avant notre ère. Il est un des temples les mieux préservés en Égypte. Il est consacré au dieu faucon Horus. La ville actuelle s'appelle également Tel el-Balamoun. Voilà donc quelques vues, quelques détails donc du temple d'Edfu. À droite, donc voilà, on voit le pylône, donc l'entrée au temple. Et à gauche, donc on voit bien sûr le pylône, mais on est à l'intérieur. C'est donc la cour avec donc une colonnade. Alors maintenant, on va voir donc ce que c'est qu'un temple funéraire. Alors d'abord une définition donc du temple funéraire. Alors il est voué au culte du pharaon après sa mort et non à sa sépulture comme pourrait le faire croire le mot. Ce type de temple a pris des formes différentes sur les époques.
Dans l'Ancien Empire, donc, le temple funéraire est accolé à la pyramide, en général à la face est. Une chapelle donc, est située au fond de l'édifice et qui contient la statue du pharaon qui reçoit un culte identique à celui de Dieu. Alors voilà donc quelques noms, donc une liste de lieux, de temples funéraires et de pharaons. Alors, temple funéraire. Alors, au Nouvel Empire, le temple funéraire du pharaon n'est plus accolé à ce temple, il se trouve beaucoup plus loin de la tombe, situé dans la vallée des rois. Alors, le temple funéraire est construit près de l'Évêque, sur la rive ouest, à la lisière des terres fertiles, et s'appelle désormais château ou temple des millions d'années. Alors, dans ce type de temple, on rend un culte au pharaon, divinisé de son vivant, pour fortifier son Ka et son Ba. Alors, le temple est en effet la demeure du Ka, du pharaon, de son énergie vitale matérialisée par des images et des statues qui le représentent. Le culte du pharaon, assimilé ici à Amon, se continue après sa mort. Alors, chaque matin, le Ba, l'âme du défunt, quitte le corps momifié dans l'hypogée pour se rendre au temple afin de se nourrir des offrandes déposées par les prêtres. Au fond du sanctuaire, une fausse porte permet au Ba de rentrer chaque jour dans le temple. Lors de la fête de l'Opet, le dieu Amon rend visite à tous les pharaons qui possèdent un château de millions d'années, un château de l'éternité. Alors, le temple le plus important, le temple funéraire d'Hatshepsut, et donc nous voyons donc à gauche ce qui est donc l'entrée vers le temple, et donc plus en détail à droite, donc toujours l'entrée du temple. Alors notez que on accède par une rampe vers donc une esplanade, une sorte de cour avant d'entrer donc dans le temple funéraire proprement dit. Alors notez aussi ces statues donc, qui sont donc des statues géantes de sphinx qui marquent donc l'entrée du temple funéraire d'Hatshepsut. Alors là c'est l'intérieur du temple de Ramsès II à Abu Simbel. À droite des bas-reliefs, sur les murs, et à gauche donc voilà une pièce donc avec aussi donc des bas-reliefs et une porte donnant accès vers notre espace. Le temple de Ramsès II, là aussi on remarque beaucoup donc de gravures sur les murs, pratiquement toutes les surfaces sont gravées. Alors on peut voir aussi des statues dans un des espaces donc de ce temple funéraire de Ramsès. Alors voilà donc pour ce cours, donc on a ici des références bibliographiques, spécialement donc sur les palais, les temples les temples d'Égypte ancienne. Alors une deuxième liste, voilà, de références bibliographiques. Alors, merci de votre attention et au prochain cours.